c'est fou parce que souvent, quand on est face à un problème, notre premier instinct, c'est de s'acharner. C'est un peu genre essayer d'ouvrir un bocal de confiture coincé, quoi. Ah oui, le fameux bocal. Voilà, plus on crispe la main sur le couvercle, plus la tension verrouille le tout. Et curieusement, c'est au moment exact où on relâche la pression, où la pomme se détend, que le truc tourne tout seul. C'est très contre-intuitif en fait. Totalement. Et c'est justement la mission de notre exploration aujourd'hui. On va croiser plusieurs essais philosophiques asiatiques avec des analyses psychologiques modernes pour décortiquer ce qu'on appelle le MUI. C'est un concept oriental antique qui se traduit en gros par l'art de ne pas forcer la vie. Un très beau programme. Oui, l'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment apprendre et avancer efficacement, mais sans subir cette surcharge mentale constante. Sauf que le saut est immense, tu vois. Comment on passe d'un bocal récalcitrant à une vraie philosophie de vie applicable au quotidien? Alors, pour commencer cette plongée dans les textes, il faut vraiment corriger une erreur de traduction classique qu'on retrouve souvent. Le moui, c'est pas du tout le fait de ne rien faire. Ah, ce n'est pas juste rester les bras croisés à attendre. Non, pas du tout. Les sources insistent lourdement là-dessus. Il s'agit d'une action, mais dénuée de tension intérieure inutile. L'exemple central qu'ils abordent dans les essais, c'est la cérémonie du thé japonaise. Attends, la cérémonie du thé? Mais je suis un peu perplexe là, c'est hyper strict comme rituel. C'est millimétré, ouais, d'une grande précision. Bah, du coup, ça demande une concentration technique absolue, non? Comment une chorégraphie aussi codifiée peut être qualifiée de non forcée? Eh bien, c'est là qu'intervient toute la subtilité expliquée par les psychologues. Le secret, c'est l'allègement cognitif. En gros, c'est lié à la mémoire musculaire. Ah, le fait de faire le geste machinalement. C'est ça. À force d'intégrer la technique, le geste devient subconscient. L'esprit rationnel, et surtout l'esprit anxieux, n'a plus du tout besoin d'interférer ou de suranalyser chaque mouvement. Donc on est présent, mais sans forcer. Exactement. Une présence totale s'installe, sans l'effort de contrôle. C'est comparable à l'aquaplaning en voiture. Oh, d'accord. Quand les pneus glissent sur l'eau, quoi. Voilà, si la voiture glisse et que tu écrases la pédale de frein par panique, tu perds totalement le contrôle. C'est le réflexe d'acharnement classique. Absolument. Et c'est en relâchant doucement l'accélérateur, sans aucun geste brusque, que les roues retrouvent de l'adhérence et que la direction se rétablit d'elle-même. C'est une super métaphore. Je comprends très bien la mécanique pour la conduite ou un rituel ancien. Sauf que quand l'angoisse de la vraie vie frappe, genre un projet en retard au bureau ou une recherche d'emploi qui s'éternise, notre cerveau a tendance à appuyer sur le frein mentalement par pur réflexe, quoi. C'est naturel, oui. Du coup, comment ces textes traduisent cette sérénité face à nos urgences modernes? Eh bien, l'analyse scientifique apporte un éclairage fascinant là-dessus. Si on prend le blocage créatif, par exemple, s'acharner sur un écran pendant des heures, ça crée une sorte de vision tunnel. On ne voit plus aucune autre solution? Exactement. Mais les sources montrent qu'en faisant une simple pause pour marcher, on active ce que les neurosciences appellent le réseau du mode par défaut du cerveau. Le mode par défaut. Ouais. C'est la phase où le subconscient relie enfin les informations accumulées. Il est libéré de l'interférence de notre réflexion anxieuse et de cette volonté de trouver la solution à tout prix. Et là, soudainement, l'idée surgit. Donc, si je résume bien la logique des textes, lâcher prise, c'est pas du tout abandonner par faiblesse. C'est en fait une tactique d'efficacité redoutable. C'est tout à fait ça. Et les sources prenaient aussi l'exemple de la recherche d'emploi. L'opportunité n'arrive pas parce qu'on a forcé la porte en envoyant 100 CV avec inquiétude, mais plutôt parce qu'en reprenant le cours de son existence, genre apprendre, sortir, discuter, on modifie sa posture. On se met en condition, oui. C'est ça, on capte les bonnes ouvertures naturellement. Les données confirment cette posture à 100%. Agir selon le MUI, c'est cesser de bloquer le mouvement naturel des choses par une surintervention. C'est quand même super actif comme démarche finalement. Très actif, mais c'est mené depuis un espace de fluidité et de clarté, plutôt que depuis un espace de peur. Le rappel constant de ces textes, c'est qu'il faut laisser la vie respirer à travers ses propres actions, sans chercher à tout dompter. En fin de compte, ces essais livrent une conclusion extrêmement libératrice pour toute personne qui traverse une période de blocage. L'existence ne requiert pas toujours plus de force ou de volonté brute, mais très souvent beaucoup moins de résistance. Moins de friction, oui. D'ailleurs, ça donne presque le vertige de penser à tout cela à l'échelle mondiale. Face aux crises actuelles, on voit bien que nos sociétés s'acharnent à serrer le couvercle de toute leur force, avec toujours plus de contrôle et d'autorité.
c'est l'acharnement collectif. Exactement. Alors cette analyse nous laisse avec une pensée particulièrement provocatrice. À quoi ressemblerait le monde si on appliquait le principe du MOUI et qu'on avait enfin le courage de relâcher un peu la pression?